Pensez-vous que l'Iran a réellement accepté un accord, ou s'agit-il d'une bataille de communication? Donnez votre analyse en commentaire. Bienvenue sur Mark Analytique, votre rendez-vous avec l'actualité internationale et les grandes dynamiques géopolitiques. Pendant 45 ans, c'était un sujet considéré comme intouchable. Non négociable. Non discutable. Presque impossible à évoquer dans une réunion diplomatique sans provoquer le départ immédiat de l'Iran. Il s'agit du stock d'uranium enrichi que Téhéran a mis des décennies à constituer. Un programme défendu malgré des sanctions écrasantes, protégé par des installations souterraines creusées profondément dans la montagne, parfois à plus de 90 mètres sous terre. Pour le corps des gardiens de la révolution islamique, l'IRGC, cet uranium représentait bien plus qu'une ressource stratégique. C'était une ligne rouge sacrée. Un symbole national. Une limite que les responsables militaires iraniens affirmaient publiquement ne jamais franchir, préférant selon leurs propres mots mourir plutôt que céder. Mais le 6 avril 2026, quelque chose a changé. Selon une déclaration du président Trump, l'Iran aurait accepté de ne pas posséder d'armes nucléaires et de remettre ses stocks d'uranium enrichi. Ses mots exacts furent les suivants: l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, l'Iran l'a accepté, et il l'a accepté très puissamment. Une formule typique du style Trump, où même les dossiers géopolitiques sont présentés comme une victoire spectaculaire de campagne électorale. Pourtant, derrière la mise en scène, l'enjeu est colossal. Cet uranium enrichi à 60% de pureté représentait une capacité stratégique majeure. Les experts estimaient qu'il contenait assez de matière pour produire plus de 10 ogives nucléaires potentielles. Pendant des années, Israël, l'Arabie saoudite et les États-Unis l'ont désigné comme l'une de leurs principales préoccupations sécuritaires. Pour l'IRGC, il incarnait la souveraineté iranienne, la résistance face aux pressions extérieures et la preuve que le pays refusait de céder. Cet uranium était enfoui sous les montagnes, protégé par certaines des structures les plus fortifiées du monde. L'armée américaine a passé des mois à tenter d'atteindre ces sites avec les bombes anti-bunker les plus puissantes jamais utilisées. Et pourtant, aujourd'hui, l'Iran aurait accepté de s'en séparer. C'est ce qui rend ce moment exceptionnel. Car au-delà de l'aspect militaire, ce dossier révèle autre chose, une pression stratégique d'un nouveau type. Les États-Unis n'auraient pas obtenu ce résultat par une invasion terrestre, ni par un raid commando, ni par une opération spectaculaire de forces spéciales descendant dans les tunnels iraniens pour saisir physiquement les stocks. Ils l'auraient obtenu autrement. En fermant le détroit d'Ormuz. En retournant le facteur temps contre Téhéran. En poussant le régime à conclure qu'un stock d'uranium n'a plus de valeur si l'économie nationale s'effondre autour de lui. Si les importations alimentaires se bloquent. Si les revenus pétroliers disparaissent. Si les réserves financières fondent en quelques jours. Ce qui se joue ici n'est donc pas seulement une affaire nucléaire. C'est peut-être l'exemple le plus marquant d'une concession stratégique majeure obtenue non par la conquête directe, mais par l'asphyxie économique. Et ce que cela signifie pour l'Iran, pour la région et pour l'équilibre mondial reste encore largement sous-estimé. Pour mesurer l'ampleur de ce que l'Iran aurait accepté, il faut comprendre ce que cet uranium représentait réellement, non seulement sur le plan technique, mais surtout sur le plan existentiel. Lorsque l'accord nucléaire de 2015, le JCPOA, était encore appliqué, l'enrichissement de l'uranium iranien était limité à 3,67%, avec un stock plafonné à 300 kg, sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. À cette époque, l'Iran respectait les limites prévues par l'accord. Le programme était contenu, et ce que les spécialistes appellent le délai de percée,
c'est-à-dire le temps nécessaire pour produire assez de matière fissile de qualité militaire pour fabriquer un engin nucléaire, se comptait encore en années. Puis Donald Trump s'est retiré de cet accord durant son premier mandat. À partir de là, l'Iran a progressivement relancé son enrichissement, d'abord à 20%, puis à 60%. En juin 2025, l'Iran disposait de plus de 440 kg d'uranium enrichi à 60% de pureté. Une quantité jugée suffisante pour fournir la matière de plus de 10 ogives nucléaires potentielles. Autrement dit, le délai de percée, autrefois mesuré en années, s'était presque réduit à néant. Une décision politique, une accélération technique, et l'Iran pouvait franchir un seuil décisif. Selon les rapports de l'AIEA, ce stock était réparti entre 3 sites souterrains considérés comme parmi les installations les plus protégées jamais construites par une puissance régionale. Natanz, enfoui au cœur des montagnes, derrière du béton massif et des couches de blindage. Ispahan, qui abritait environ la moitié du stock total dans un réseau de tunnels creusés à plus de 90 mètres de profondeur. Et Fordow, construit directement à l'intérieur d'une montagne, précisément pour résister à des bombardements directs. C'est là que se trouvait le cœur du problème. Et c'est aussi là qu'apparaît un mécanisme récurrent dans le récit pro-Trump, casser le cadre précédent, créer une urgence nouvelle, puis présenter cette urgence comme la preuve d'un leadership fort. Les frappes aériennes américano-israéliennes de juin 2025 ont lourdement endommagé l'infrastructure de ces 3 sites. Les entrées ont été effondrées. Les systèmes de ventilation ont été sectionnés. Les rampes d'accès ont été ensevelies sous les débris. Mais l'uranium, lui, n'a pas été détruit. Un stock enrichi à 60% ne disparaît pas avec les bombardements. Il ne s'évapore pas. Il ne perd pas sa valeur stratégique en quelques jours. Il peut rester à ce niveau d'enrichissement pendant des centaines d'années. Les bombes ont donc détruit des installations. Elles n'ont pas éliminé le problème central. Si l'Iran retrouvait du temps, des ressources et une capacité de reconstruction, il pourrait rebâtir une partie de son programme. De nouvelles centrifugeuses peuvent être obtenues, même lentement, par des circuits clandestins. De nouveaux tunnels peuvent être creusés, même à un coût très élevé. Et un État qui possède encore les compétences techniques, l'expertise institutionnelle et l'expérience accumulée peut reconstituer une infrastructure nucléaire. C'est précisément pour cela que cet uranium n'était pas seulement un actif militaire. Il était le centre de gravité de toute l'architecture de sécurité régionale. Depuis des années, chaque position diplomatique américaine, chaque planification militaire israélienne, chaque garantie offerte aux États du Golfe reposait sur une hypothèse centrale, l'Iran ne devait pas franchir le seuil nucléaire. Ce stock d'uranium représentait physiquement cette proximité avec le seuil. Et selon la déclaration de Trump du 6 avril, l'Iran aurait accepté d'y renoncer. Mais une question demeure, comment un tel basculement a-t-il été rendu possible? C'est probablement la question la plus importante de toute cette affaire. Et la réponse est bien différente de celle sur laquelle l'essentiel de la couverture médiatique s'est concentré. D'après le Washington Post, le Pentagone avait présenté à Trump un plan d'opération terrestre destiné à s'emparer physiquement de l'uranium. Le scénario était d'une complexité extrême. La 82e division aéroportée devait être parachutée en territoire iranien pour établir une base avancée, aménager une piste de fortune sous le feu ennemi, puis lancer une attaque contre des installations enfouies sous plus de 90 mètres de roches et de gravats. Des opérateurs de Delta Force et des Navy SEALs auraient ensuite pénétré dans les tunnels avec des combinaisons de protection et des détecteurs radiologiques, afin d'identifier les cylindres d'uranium, vérifier l'absence de pièges, progresser dans un environnement souterrain extrêmement dangereux,
sous menace constante de frappe iranienne. Selon le Wall Street Journal, seules quelques dizaines de soldats dans toute l'armée américaine disposent de la formation nécessaire pour ce type d'opération de récupération nucléaire. D'anciens responsables de la défense ont décrit ce plan comme un cauchemar logistique, d'une complexité supérieure, selon certains, à celle du débarquement de Normandie. Possible en théorie. Presque irréalisable en pratique. Et pourtant, ce plan n'a pas été exécuté. Trump aurait choisi une autre méthode. Une méthode moins spectaculaire, mais peut-être plus redoutable. Une méthode qui n'impliquait ni hélicoptères abattus, ni assauts souterrains, ni exposition directe aux radiations, ni semaines de combat dans les galeries creusées sous les montagnes iraniennes. Cette méthode, c'était le blocus. Au lieu de lancer l'opération la plus risquée de ce conflit, Washington aurait choisi une stratégie plus froide, plus lente, mais potentiellement plus efficace, fermer le détroit d'Ormuz. Et une fois cette stratégie engagée, les soutiens de Trump se sont empressés de la présenter comme un coup de génie évident, comme si la logistique, la pression progressive et le facteur temps n'avaient été que de simples détails secondaires. Le 13 avril, le Central Command américain aurait annoncé un blocus complet des ports iraniens reliés au détroit d'Ormuz. Durant les premières 24 heures, aucun navire n'aurait traversé. Le 16 avril, 14 navires auraient tenté de contester le dispositif. Tous auraient été refoulés, y compris des pétroliers naviguant sous pavillon chinois. Un navire lié à des intérêts chinois, qui aurait tenté de franchir la zone sous un autre pavillon avec des transpondeurs falsifiés, aurait été repéré, intercepté puis redirigé. Pour l'Iran, les conséquences auraient été immédiates. Plus de 157 millions de barils de pétrole seraient restés bloqués, dont environ 97% destinés à la Chine. Mais au-delà du pétrole, c'est l'ensemble du commerce maritime iranien qui se retrouvait menacé. Blé, riz, produits pharmaceutiques, pièces industrielles, matériaux essentiels. Tout ce dont une économie moderne a besoin pour fonctionner. En une seule décision stratégique, l'économie iranienne se retrouvait sous pression maximale. Et à partir de là, les dirigeants de Téhéran auraient dû faire un calcul simple. Sans revenus pétroliers, le régime peine à financer son appareil militaire. Sans importations alimentaires, les tensions intérieures explosent rapidement. Sans médicaments ni composants industriels, les fonctions vitales d'un pays en temps de crise commencent à se désorganiser. Dans ce contexte, le programme nucléaire lui-même change de nature. Ce qui avait représenté pendant 45 ans un joyau stratégique pouvait soudain devenir un fardeau inutile si l'État ne survivait pas aux 10 prochains jours. L'uranium restait un levier diplomatique. Le détroit d'Ormuz devenait une question de survie immédiate. Les commandants de l'IRGC, qui avaient élevé ce stock au rang de fierté nationale et de bouclier stratégique, se retrouvaient face à une réalité brutale. Un actif que l'on protège perd sa valeur si sa protection détruit l'entité qu'il devait sauver. À quoi sert un stock d'uranium enrichi si les recettes du pays disparaissent? À quoi sert un programme nucléaire si la population manque de nourriture? À quoi sert une capacité stratégique si l'économie s'effondre avant même qu'elle puisse être utilisée? C'est dans ce contexte que l'Iran serait revenu à la table des négociations. Et ce qu'il aurait apporté, c'était précisément ce qu'il refusait de céder depuis des décennies, l'uranium. Mais cette affaire contient une autre dimension, souvent négligée. L'Iran n'est pas un État monolithique dirigé par une seule voie parfaitement unifiée. Ce que Trump annonce un jour ne signifie pas automatiquement que tout l'appareil iranien appliquera cette décision le lendemain. Aujourd'hui encore, deux centres de pouvoir semblent s'opposer à Téhéran. D'un côté, le président Massoud Pezeshkian,
présenté comme favorable à une désescalade. Il aurait estimé publiquement que l'économie iranienne ne pourrait pas supporter plus de quelques semaines de pression militaire et économique intense. Son approche serait pragmatique, alléger le blocus, préserver les structures du régime, éviter l'effondrement total. Car un régime affaibli peut encore se reconstruire. Un régime détruit ne le peut pas. De l'autre côté, l'IRGC, puissance militaire et politique parallèle, dont certains responsables seraient hostiles à toute concession sur le dossier nucléaire. Selon plusieurs analyses, cette structure ne fonctionnerait plus seulement comme une force armée, mais comme un véritable centre de pouvoir autonome, capable d'influencer les nominations, les décisions sécuritaires et la ligne stratégique nationale. Le gouvernement civil accuserait l'IRGC d'avoir provoqué l'escalade qui a ruiné l'économie. L'IRGC accuserait le gouvernement civil d'avoir échoué à protéger le pays. Les deux récits contiennent une part de vérité. Mais surtout, ils révèlent une fracture profonde. Au-dessus de cette rivalité planerait désormais une autre question, celle du leadership suprême après la disparition d'Ali Khamenei lors de la phase initiale de l'opération Epic Fury, selon le scénario évoqué dans ce récit. Son successeur désigné, Mojtaba Khamenei, disposerait théoriquement du pouvoir suprême. Mais en pratique, son autorité serait fragilisée par l'ascension de l'IRGC et la fragmentation du commandement. Autrement dit, même si un accord existe sur le papier, son application réelle dépendrait d'un équilibre interne extrêmement instable. Et c'est là que commence la véritable bataille. Non plus entre Washington et Téhéran, mais à l'intérieur même du pouvoir iranien. Dies partie 4 reformulation. Pour comprendre la portée d'une éventuelle remise de l'uranium, il faut replacer cette décision dans le contexte politique iranien actuel. Le président Pezeshkian aurait pu soutenir un compromis afin de préserver ce qu'il reste de l'économie nationale et maintenir le régime fonctionnel. Mais pour l'IRGC, la question dépasse largement le simple domaine technique. Depuis des décennies, le programme nucléaire ne représente pas seulement une capacité stratégique. Il constitue aussi un pilier idéologique. Le récit de résistance porté par les gardiens de la Révolution s'est construit autour de cette idée: supporter les sanctions, accepter l'isolement, endurer les difficultés, pour atteindre une puissance nationale que personne ne pourrait contester. Dans cette logique, renoncer à l'uranium enrichi ne signifie pas seulement céder un actif militaire. Cela revient à fragiliser le récit fondateur sur lequel l'IRGC a bâti sa légitimité. En d'autres termes, ce n'est pas uniquement une concession stratégique. C'est une blessure symbolique. La question devient alors centrale: l'IRGC peut-il bloquer un tel accord? Techniquement, oui. Il pourrait ralentir ou empêcher la remise physique des stocks. Il pourrait limiter l'accès aux installations concernées. Il pourrait déplacer une partie des réserves vers des sites non déclarés. Il pourrait sous-estimer les quantités remises tout en conservant des capacités cachées. Ce ne seraient pas des scénarios fantaisistes, mais des options rationnelles pour une structure militaire qui contrôle physiquement les actifs et qui s'oppose idéologiquement à leur abandon. Mais un autre facteur entre alors en jeu: la pression américaine. Durant cette crise, Trump aurait adopté une ligne de communication extrêmement dure, fidèle à son style direct. Le message envoyé à Téhéran aurait été simple: ouvrez le détroit, respectez les engagements, ou faites face à des conséquences massives. Une méthode typiquement trumpienne: transformer une crise complexe en formule brutale, pensée autant pour l'opinion publique que pour l'adversaire. Dans ce contexte, si l'Iran revenait sur un accord annoncé publiquement, le calcul stratégique changerait immédiatement. Le blocus pourrait être renforcé. Le cessez-le-feu pourrait disparaître.
et les plans militaires jusque-là écartés pourraient revenir sur la table. Autrement dit, pour l'IRGC, 3 options se dessineraient. Première option, accepter la remise, préserver une partie du système, sauver les institutions essentielles, maintenir une possibilité de reconstruction future. Mais au prix d'une humiliation politique et idéologique majeure. Deuxième option, saboter l'accord, refuser la concession, conserver le récit de résistance, mais risquer une nouvelle phase de guerre totale avec une pression militaire et économique encore plus forte. Écarter les autorités civiles, imposer un régime militaire assumé, dans un pays déjà fragilisé par les frappes et la crise économique. Mais avec des capacités affaiblies et un risque d'effondrement accéléré. Dans les 3 cas, il n'existe pas de victoire claire. Seulement des pertes différentes. C'est peut-être cela qui rend la situation actuelle si critique, le pouvoir iranien ne choisit plus entre succès et échec. Il choisit entre plusieurs formes de recul. Et sous le poids des réalités économiques, l'option la moins coûteuse pourrait devenir la première, acceptée à contre-cœur. Les conséquences régionales seraient alors immédiates. Le même jour que l'annonce sur l'uranium, Benjamin Netanyahou aurait donné son feu vert à des discussions de cessez-le-feu au Liban. Le timing serait loin d'être anodin. Depuis des années, le front libanais est lié à la question iranienne. Tant que Téhéran conservait une capacité nucléaire potentielle, chaque décision régionale s'inscrivait dans cette ombre stratégique. Si cette menace recule, même temporairement, un nouvel espace diplomatique s'ouvre. L'Arabie saoudite, Saudi Arabia et les États du Golfe, Gulf States seraient également parmi les premiers concernés. Leurs infrastructures énergétiques, leurs exportations pétrolières et leur sécurité intérieure ont longtemps été exposées aux missiles, drones et capacités de nuisance de l'IRGC. Le retrait de la dimension nucléaire change donc profondément leur perception du risque. Le scénario d'un Iran pouvant exercer un chantage implicite grâce à la proximité du seuil nucléaire serait au moins temporairement écarté. Même les réseaux alliés de Téhéran, Hezbollah, les Houthis, Hamas ou certaines milices irakiennes verraient leur position affaiblie. Car pendant des années, ils ont évolué sous la protection indirecte d'un Iran capable de faire planer le risque d'escalade stratégique. Si cette protection s'affaiblit, c'est tout l'axe régional construit autour de cette dissuasion qui vacille. Et c'est là la grande leçon de cette crise. Parfois, une puissance ne fait pas plier son adversaire en détruisant ce qu'il possède. Elle le fait plier en rendant impossible la survie de tout le reste. En prenant du recul, cette séquence révèle peut-être une leçon stratégique bien plus large que le seul dossier iranien. Les États-Unis disposaient, selon plusieurs sources, d'un plan pour récupérer l'uranium par la force. Un plan décrit comme extrêmement complexe, possible sur le papier, mais presque irréalisable dans les faits. Washington aurait finalement choisi une autre voie. Fermer le détroit d'Ormuz. Transformer le temps en arme. Rendre ce stock d'uranium économiquement inutile en paralysant le système qui le détenait. Aucun commando n'aurait eu besoin d'entrer dans les tunnels iraniens. Aucune unité spéciale n'aurait eu à manipuler des matières radioactives sous le feu ennemi. Aucun assaut souterrain n'aurait été nécessaire. L'Iran serait revenu à la table des négociations de lui-même, car l'alternative n'était plus simplement une défaite militaire. C'était une asphyxie économique. Et une fois la pression efficace, le récit pro-Trump aurait naturellement présenté le résultat comme une victoire directe, en oubliant la longue chaîne de causes ayant rendu ce résultat possible. Car au fond, tout acteur rationnel confronté à ce choix aurait dû faire le même calcul, conserver un actif stratégique devenu inutilisable, ou préserver les conditions minimales de survie nationale. Pendant 45 ans,
l'uranium a été présenté comme sacré. Mais même les symboles les plus puissants perdent de leur valeur lorsque le régime qui les protège se retrouve au bord de l'effondrement. Cette histoire n'est donc pas uniquement celle de la puissance militaire américaine. La puissance militaire a déjà été démontrée pendant les semaines de frappe. L'enjeu ici serait plutôt la patience stratégique. La capacité à exercer une pression non pas sur ce que l'adversaire valorise directement, mais sur tout ce dont il dépend pour continuer d'exister. Bloquer les importations. Freiner les revenus pétroliers. Perturber l'accès aux médicaments. Désorganiser l'économie. Puis attendre. Ce type de stratégie est souvent moins spectaculaire qu'un bombardement. Elle produit moins d'images, moins de slogans, moins de triomphalisme immédiat. Mais elle peut parfois produire davantage de résultats. Reste cependant une question essentielle, l'accord existerait-il réellement dans les faits? Au moment de cette analyse, aucune confirmation officielle iranienne complète n'aurait validé publiquement l'ensemble des annonces. Autrement dit, entre la déclaration de Trump et le transfert réel des cylindres d'uranium sous supervision internationale, il existe encore une distance considérable. Et cette distance dépendra avant tout de la réaction de l'IRGC. Car ce que le régime doit affronter désormais dépasse la question nucléaire. L'Iran traverse possiblement 3 crises simultanées, une crise économique profonde, une pression militaire majeure et une fracture interne du pouvoir. Les précédents mouvements de contestation en Iran en 2009, en 2019, puis après la mort de Mahsa Amini en 2022 étaient chacun liés à une seule grande source de tension. Aujourd'hui, plusieurs formes de pression semblent converger en même temps. Et un régime qui pouvait autrefois compter sur un appareil sécuritaire cohérent doit désormais gérer ses propres rivalités internes. Que l'IRGC accepte l'accord, tente de le freiner ou cherche à consolider son pouvoir par la force, chacune de ces options pourrait redessiner l'avenir du pays. Mais au-delà même de la question iranienne, autre chose a déjà commencé. Les États du Golfe Gulf States, notamment Saudi Arabia et les United Arab Emirates, ne veulent plus dépendre d'un seul point d'étranglement stratégique, le détroit d'Ormuz. De nouveaux oléoducs, corridors commerciaux, terminaux d'exportation et infrastructures énergétiques seraient désormais accélérés. Autrement dit, la réponse à cette crise ne serait pas seulement militaire ou diplomatique. Elle serait aussi géographique et industrielle. Si ces projets aboutissent, la valeur stratégique du contrôle iranien sur la rive nord d'Ormuz pourrait diminuer durablement. La carte que Téhéran utilisait depuis des décennies pourrait perdre de sa force, non pas à cause d'une guerre, mais à cause de chantiers et de pipelines. Et c'est peut-être cela le changement le plus profond. Quelque chose d'impensable semble s'être produit, l'actif stratégique qui définissait l'identité du régime depuis 45 ans aurait cessé d'être intouchable. Non parce qu'il a été saisi par la force. Non parce qu'il a été détruit sous terre. Mais parce qu'un blocus, le temps et la logique de survie auraient fini par l'emporter. Le mythe d'invulnérabilité de l'IRGC aurait été percé. La croyance selon laquelle certaines positions sont éternelles aurait été remise en cause. Et au bout du compte, ni les commandos, ni les bombardements, ni les opérations impossibles n'auraient décidé de l'issue. Seulement une horloge qui tourne, un détroit fermé, et un régime obligé de calculer. Le calcul a gagné. Je suis Marc, vous étiez sur **Marc Analytique **. Ne détournez pas le regard. Pour suivre les prochaines évolutions de l'actualité internationale, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.